Je pense qu'on peut parler d'un style Obama. Son style est surtout, évidemment, ce qui le distingue en particulier de son prédécesseur et d'autres qui ont occupé la Maison-Blanche. C'est un style plutôt cérébral, très analytique, qui prend le temps de réfléchir, de peser le pour, le contre, le court terme, le long terme, les implications des décisions qu'il a à prendre, et aussi d'intégrer dans sa décision le point de vue des autres, d'essayer de se mettre à la place des autres. Donc quelque chose de plus, qu'on pourrait appeler aux États-Unis, plus consensuel au fond, mais que je dirais plutôt plus analytique et plus cérébral, plus pesé. Ensuite, ce qui caractérise sa présidence, je pense qu'elle est marquée évidemment par la façon dont il exerce son magistère, qui peut prêter parfois à des interrogations sur un éventuel manque de leadership ou d'autorité, ce que je pense est un mauvais procès à lui faire, même s'il peut y avoir parfois des impressions d'hésitation, voire des hésitations, par exemple dans le cas de l'Égypte, mais il faut dire que les situations sont très critiques, sont immédiates, peuvent avoir des conséquences considérablement importantes, donc il n'est quand même pas évident de prendre la bonne décision rapidement sur des sujets historiques comme les événements dans le monde arabe. Ce qui caractérise ensuite sa présidence, c'est plutôt la refonte intellectuelle au fond de ce que doit être la relation de l'Amérique au monde, avec quelque chose qui est plus fidèle au schéma traditionnel américain, y compris républicain d'ailleurs, c'est-à-dire un leadership américain dans le cadre de l'institution internationale et de la coopération avec les alliés. L'idée était que le conservatisme américain, en dépit de toute la surprise que l'on peut voir, de l'aberration que l'on peut associer à la présidence Bush d'un point de vue européen, survivrait à George Bush, que George Bush s'en irait, mais que la force du conservatisme américain tel qu'on ne le comprend pas bien en Europe, y compris sur le sujet de société, comme le droit des homosexuels, l'avortement, le port d'armes, tout ce genre de choses, survivrait. L'idée était qu'en plus, ça voulait signaler que le président qui allait être élu, ou qui venait d'être élu, n'était pas un libéral ou un démocrate de gauche comme on les en général stigmatise ou comme on les caricature, disons, du point de vue européen sans connaître. Ne pas hésiter à disons, se défendre et être un petit peu préemptif lorsque de nécessité. Cet esprit-là, il survit, et la raison, un exemple, c'est que Obama n'a pas pu quand même du jour au lendemain se retirer d'Afghanistan. On a bien compris intuitivement qu'il savait que c'était un front perdu au fond. Bon, ils ne sont pas encore partis, la chose est longue, on ne peut pas se retirer comme ça du jour au lendemain d'un front militaire, par exemple. La présidence d'Obama s'inscrit dans un âge qui est celui de l'émancipation individuelle, où les peuples, au fond, après les idéologies, récupèrent un petit peu, se réapproprient l'histoire. Cette force-là de l'émancipation individuelle, qui se traduit de manière différente dans tous les pays du monde à peu près, la Chine n'y échappe pas, et je pense qu'Obama l'avait bien compris. C'est pour ça qu'il y a, je pense, avec lui, une intelligence intuitive du monde extérieur et de la diversité des cultures qui doit être intégrée pour que le leadership américain s'exerce de manière mesurée et juste. Alors, la Chine n'y échappe pas, et la Chine est clairement, de par sa puissance potentielle, de par sa puissance économique d'ores et déjà, son poids démographique, peut-être par la nécessité pour les Américains, pour les États-Unis, en exerçant leur leadership, d'avoir un espèce de vis-à-vis qui n'est plus la Russie et l'Union soviétique. La Chine peut-être joue ce rôle-là, c'est un amalgame de différents facteurs. C'est clairement pour les États-Unis, il suffit de se rendre compte de la réalité américaine, qu'on ne perçoit peut-être pas toujours du point de vue européen. L'Asie-Pacifique est la clé. S'agissant de savoir s'il y a eu une évolution des relations avec la Chine, je pense au contraire qu'il y a une grande continuité. Il y a eu une continuité sous Bush. Clinton et Obama ont continué ce qu'ont fait notamment Henry Paulson, l'ancien secrétaire au Trésor républicain, et George Bush avec ce qui est extraordinaire, qui est une première historique, qui est le dialogue économique et de sécurité sino-américain à très haut niveau, qui engage de très nombreuses personnes, de très hauts responsables. Chaque fois qu'il y a des sommets, une délégation de plus de 200 personnes, si je me souviens bien, lors des dernières visites des Américains en Chine, on essaye de gérer à la fois des rapports économiques qui sont emblématisés par la relation entre le dollar et le yuan, et la surévaluation du yuan, et puis de suivre petit à petit, dans le meilleur esprit de coopération possible, ce qui est très difficile, la modernisation militaire du pays, de la Chine, et ses implications pour les équilibres stratégiques en Asie-Pacifique, avec les deux alliés, même les trois alliés essentiels des États-Unis, mais surtout les deux premiers, le Japon, la Corée, et aussi Taïwan. Sa cote de popularité, je ne trouve pas qu'elle soit tout à fait en berne. Je n'ai pas regardé les tout derniers chiffres, mais à travers les différents épisodes qu'on a vécus depuis le début de l'année, jusqu'au débat
terrible sur la dette, avec le déclassement par l'agence Standard & Poor's. Sa cote de popularité personnelle restait relativement élevée à 45-50, ce qui est quand même pas mal, ce qui n'a rien à voir avec des 35 ou des 20 qu'on a connus pour d'autres, y compris Bush à son départ. Je crois qu'il faut distinguer le mépris que l'opinion américaine ressent pour, et de manière assez traditionnelle, pour le microcosme washingtonien parlementaire, les partis, et puis certains individus, et puis disons, le caractère toujours un petit peu presque sacré, disons, de la présidence et du magistère présidentiel. Donc les deux choses se découplent, et dans le cas d'Obama, c'est d'autant plus vrai que, encore une fois, je crois que sa cote de popularité personnelle reste relativement élevée. Comment il se prépare? Moi je pense qu'il sera réélu, on ne peut pas deviner, évidemment, ça dépend il peut se passer des événements tragiques ou très importants. Donc ça me paraît très mal parti pour les républicains, qui sont au fond très gênés aux entournures, qui ont montré par ailleurs qui sont assez obtus du point de vue idéologique, même si sur certains points ils peuvent avoir raison, ou qu'on peut comprendre leurs principes fondateurs qui les animent, mais qui en revanche se déclinent de manière assez peu raisonnée, assez peu consensuelle et contre l'intérêt national. Tandis qu'Obama a montré, dans le style, pour revenir à votre première question, un style assez consensuel, d'essayer de se mettre à la place de l'adversaire, de ne pas se laisser enfermer dans les schémas idéologiques, y compris dans son propre parti, qui est fait de courants assez divers quand même, donc difficile à gérer par ailleurs, le démocrate, a montré qu'il était disposé, ouvert d'esprit pour trouver un consensus correct. Ils ne l'ont pas trouvé, c'était une solution bâtarde qu'ils ont trouvée. On ne change pas la politique du jour au lendemain. Et je pense qu'il en est victime et que ça se perçoit assez bien. Enfin, s'agissant de la politique étrangère, il me semble qu'il est en phase avec la majorité de l'opinion qui souhaite globalement de réduire leur voilure et retirer des troupes, ce qui a sans doute conduit à laisser peut-être les Européens un peu davantage en première ligne s'agissant du front militaire qui était le plus proche d'eux, c'est-à-dire la Libye par exemple.